la volonté de renforcement de la souveraineté française et européenne. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Boris Ravignon, président de l'ADEME, avec nous ce matin. Merci. Bon retour. Au revoir. On va continuer donc comment les entreprises se sont adaptées pour offrir des produits durables à un consommateur qui se montre de plus en plus exigeant. Regardant, qu'est-ce qu'il faut lui raconter à ce consommateur? Est-ce qu'il est prêt à jouer le jeu? Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher justement pour acheter des produits recyclés? J'appelle sur scène Philippe Laval, Claire Berman, David Lauvergne, Olivier Larose, Damien Pichereau et Lucas Graffan, s'il vous plaît. Montez, mesdames, messieurs, je fais tout, voilà, j'anime, j'installe la scène, voilà. Comment? Oui, le portable, oui. Je voulais le recycler. À bientôt, au revoir. Installez-vous, mesdames, messieurs. Madame, messieurs. Mettez-vous au milieu. Voilà. Alors, donc, par ordre, on a donc Damien Pichereau, tout au bout. Damien Pichereau qui est avec nous. Bonjour, directeur commercial de Rêve Mobilities, qui est spécialisé dans le rétrofit, c'est-à-dire transformer tout type de véhicule thermique, voilà, en un véhicule électrique. Vous nous expliquerez comment ça se fait, justement, si c'est simple, si c'est facile. À ses côtés, il y a... on verra tout à l'heure. Ouais, oui, bah, très bien, j'espère que ça sera simple. Ça ne sera pas trop cher aussi. Philippe Laval, qui est avec nous, directeur général de l'INC, l'Institut national de la consommation. Clara Berman, directrice des affaires publiques de Decathlon. Oui, on va donner la parole à des grandes marques. À côté de Decathlon, il y a Olivier Larose, directeur de l'économie circulaire chez Coca-Cola, et à côté... non, attendez, qu'est-ce que j'ai... Comment ? David Lauvergne, voilà. Sinon, j'étais un tout petit peu paumé. Country Manager France Commerce, Marketing et Services du groupe Brand. Et puis notre start-up à mes côtés, c'est Lucas Graffan, cofondateur de Bibac. C'est le nouveau nom, hein. Si vous connaissiez avant la consigne Gringo, vous oubliez définitivement, c'est Bibac depuis avant-hier. Voilà, vous allez nous raconter évidemment chacun sur ce que vous avez fait sur ce terrain, justement, à destination des consommateurs. Comment est-ce que vous êtes adapté à toutes les nouvelles demandes dont on parle depuis ce matin? Tiens, Olivier Larose, on va commencer avec vous, puisque vous êtes en plein milieu Coca-Cola. Quels sont les grands enjeux autour de l'économie circulaire à propos des... Coca-Cola, voilà, on parle des emballages, bien sûr, on parle des contenants, quand on parle de décarbonation, de réduction du déchet. Qu'est-ce que vous faites, vous? Écoutez, déjà, merci beaucoup pour votre invitation d'aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est face à une urgence climatique qui est juste indiscutable. Donc, nous, on prend clairement nos responsabilités. Et donc, tout ce qu'on va faire au quotidien, c'est gérer la transition économique, parce que c'est ce dont on parle concrètement, au service de la transition climatique et environnementale. Ça, c'est super important. Donc, nous, chez Coca-Cola, on est clairement en responsabilité. C'est pas nouveau. On est rentré dans une logique d'économie circulaire depuis une dizaine d'années, où on a investi dans une co-entreprise à Beaune pour faire du plastique recyclé. On fait de la pédagogie auprès des consommateurs et ainsi de suite. Mais on s'arrête pas là. En fait, on va au-delà. On croit fondamentalement dans la croissance verte. On est là pour parler de croissance durable. J'aurais même tendance à dire, à titre personnel, la croissance qualitative de demain. Et donc, chez Coca-Cola, en fait, ça va passer au travers de toutes les ambitions qu'on a, notamment d'atteindre la neutralité carbone pour l'intégralité de nos opérations d'ici 2040. Et on sait que les emballages, vous parliez des emballages qui rentrent clairement dans le scope 3 des émissions de carbone, représentent plus de 50% de nos émissions. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour réduire, recycler, réemployer ces emballages seront là pour ça. Donc nous, en fait, on a une feuille de route qui est extrêmement claire, avec des indicateurs très clairs, avec une vision, avec une ambition très claire pour rentrer dans cette circularité qui nous est si chère et qui est extrêmement importante pour nous, entreprises, pour la planète, mais aussi pour nos consommateurs. On est là pour parler du consommateur. Et donc, en fait, tout ce qu'on va faire, on va être en obligation aussi de mobiliser les consommateurs. Et ça, on fait plein de tests un petit peu partout pour justement voir comment on les mobilise. Quel test, justement? Qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs? Qu'est-ce qu'il accepte? Qu'est-ce qu'il accepte moins? Alors, justement, quand on parle de contenants, par exemple, les bouteilles, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il existe un système de bouteilles recyclées, par exemple, ou pas? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs exemples. Je vais vous donner l'exemple du réemploi parce que c'est ce dont il est question ici. On est côté Coca-Cola, acteur historique des bouteilles en verre consigné sur la CHR, les cafés, hôtels, restaurants depuis voilà, c'est historique depuis 20, 30 ans, peut-être même plus pour la marque Coca-Cola. Et ce qu'on vient de faire en fin d'année dernière, et on a terminé la transition la semaine dernière, vraiment, on a converti l'intégralité de nos autres marques qui étaient en verre à usage unique en verre consigné.
Donc maintenant, l'intégralité de notre portefeuille en CHR est en bouteilles en verre consigné. C'est 170 millions de bouteilles tous les ans vendues d'actes de consommation. C'est pas anodin. Tout à l'heure, on parlait de la CHR, la complexité de la reverse logistique, d'aller les récupérer au travers de la REP. Nous, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez aller dans n'importe quel café, hôtel, restaurant de France, et il y en a beaucoup, vous allez trouver nos bouteilles en verre consigné. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité logistique derrière. Aller les collecter, les récupérer, les rapporter sur nos usines, sur nos sites, on en a 2, qui ont ces lignes-là, on va les laver, on va les renvoyer. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est, on va dire, un segment assez facile, parce que la reverse logistique est déjà en place. Et puis vous savez où se trouvent les hôtels, les cafés, les restaurants, voilà. Et les opérateurs sont là, on co-construit avec eux ces modèles-là, mais quand même, c'est un segment qui est mature, il faut quand même... ça se fait pas en 2 minutes. L'autre point qui est très important, la loi GEC nous oblige à atteindre 10% de nos volumes en réemploi à l'horizon 2027, c'est ce qui est dans les textes. Et donc on sait qu'aujourd'hui, nous, la CHR, ce dont je viens de parler, ne suffira pas. Et donc on essaye d'aller au-delà, on réfléchit en faisant des tests and learn, des petites expérimentations très locales, en grande distribution. On le fait en Alsace notamment, qui est un territoire favorable au réemploi, parce que c'est historique, c'est proximité de l'Allemagne, parce qu'il y a déjà il y a encore des brasseurs qui opèrent du réemploi depuis très longtemps. Donc en fait, on va s'incorporer à l'intérieur d'un dispositif existant et on va essayer d'apprendre. On a lancé depuis 2 ans des bouteilles en verre consigné, donc telles qu'on les a connues historiquement il y a 30 ou 40 ans. Mais on va au-delà et on est dans une logique d'innovation. La loi AGEC, en fait, cette transformation implique aussi de l'innovation, de la R&D, ainsi de suite. Et on vient de lancer, ce qui est une première en France, une bouteille en PET consignée réemployable. Ça s'est jamais fait. Alors, on l'importe d'Allemagne où elle existe déjà. On va la tester en France. Mais en fait, si on teste cette innovation de rupture, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'elle émet 2 fois moins de CO2 que la même bouteille en verre consigné. Sauf qu'aujourd'hui, la bouteille en PET consignée employable reste une bouteille en PET. Donc c'est du plastique pour... C'est du plastique, voilà, plus épais que la bouteille à usage unique. Mais en fait, c'est un pari. C'est un très très gros pari qu'on fait. Bah oui, vis-à-vis du consommateur, parce que le consommateur, il n'a pas forcément... une bouteille en verre, oui, on pense à le mettre dans le bac verre, à le recycler, etc. Ou éventuellement la rapporter pour des hôteliers, des restaurateurs. Bouteille en plastique, c'est pas forcément automatique. Qu'est-ce qu'il faut raconter au consommateur ? Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le convaincre ? Effectivement, l'idée, c'est de les mobiliser pour que, déjà, ils comprennent l'offre. Pourquoi du PET consigné réemployable ? Aujourd'hui, c'est la première fois que ça a été fait. Nous, c'est un pari commercial parce que aujourd'hui, la bouteille en PET à usage unique est la victime expiatoire de tout débat anti-plastique. C'est pas nouveau, on en parle de partout. Donc, le fait de dire Coca-Cola passe de l'usage unique vers du réemploi en plastique, c'est un défi. Bon. On teste, d'où la notion de le tester très localement pour voir la perception et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il semblerait que ça marche plutôt pas mal. Pour une bonne et simple raison, c'est Coca-Cola en grande distribution est associé au plastique. Et donc parmi tous les acheteurs potentiels de réemploi qu'on peut avoir, il y a un gros plébiscite sur ça. Donc on verra ce que va dire l'avenir. En tout cas, ce que nous apprennent ces tests and learn très, très locaux, c'est de dire qu'aujourd'hui, le réemploi n'existait pas en fait en grande distribution. Il n'est pas palpable dans la tête du consommateur et donc il faut être en capacité de le mobiliser. Et le mobiliser, ça va passer par 3 leviers qu'on a identifiés au travers des différentes études. Le premier levier, ça va être tout ce qui est communication, sensibilisation. On va en reparler, bien sûr. J'identifie le produit, je m'identifie au produit, au réemploi, premier truc. Deuxième, c'est créer des outils de visibilité. Comment je vais émerger dans le rayon ? Il ne faut pas oublier que la grande distribution, il n'y avait pas de réemploi. Donc, comment on va émerger à l'intérieur de ça ? Donc, visibilité. Et ensuite, on a l'effet prix. C'est très important. L'acceptabilité de l'offre, c'est important. Opérer du réemploi, et je crois que ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, ça coûte plus cher. Eh ben oui, mais il y a des étapes additionnelles. Et évidemment, il y a des intérêts contraires. En même temps où on parle évidemment de sauver la planète, le consommateur, il est pour, mais si on lui dit, attention, dans cette période d'inflation, de hausse des prix, il faudra payer encore plus cher, est-ce qu'il y est favorable ? Pas forcément. Hein. Ce qui est une certitude, c'est que l'inflation, elle ne vient pas du tout jouer pour nous en ce moment, mais quand on sonde les consommateurs, et on sonde très régulièrement, vous pouvez imaginer chez nous, ils nous disent, on attend que les metteurs en marché, les industriels, fournissent des emballages qui soient
durable, que ce soit du recyclage, que ce soit du réemploi et ainsi de suite. Donc ils sont favorables, mais pour ça il faut leur créer aussi de la simplicité, il faut leur expliquer, il faut les faire adhérer. Voilà pour Coca-Cola. Décathlon, Clara Berman, ça a été quoi l'impact de la loi AGEC justement dans vos rayons, notamment en ce qui concerne la REP, la responsabilité élargie du producteur? Comment est-ce que vous êtes adapté justement? Comment les rayons se sont transformés et qu'est-ce que vous avez pu proposer aux consommateurs? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis heureuse d'être à cette table ronde. Nous aussi. Chez Decathlon, on n'a pas forcément attendu la loi AGEC, mais comme beaucoup d'acteurs déjà dans le monde du sport et dans le monde de la distribution, pour agir, je pense qu'on a tous en tête les trocathlons qui étaient mis en place dès 1986, qui permettaient à nos consommateurs de venir échanger leurs produits pour d'autres produits. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà dans l'ADN de notre entreprise, mais par contre on a conscience et on avait déjà conscience qu'on n'allait pas assez loin et qu'on avait besoin d'aller plus loin. On arrive à aller plus loin grâce à la loi et nous on en fait un allié, même si c'est parfois compliqué et aujourd'hui on nous a demandé d'être transparent et je pense que c'est aussi important de témoigner nos difficultés pour qu'on puisse arriver tous aux mêmes objectifs. Et la loi AGEC, on l'a vu comme un levier pour nous d'économie circulaire, notamment avec la mise en place des nouvelles filières de REP, comme vous évoquiez. Et plus précisément, la REP ASL, qui est la REP article de sport et loisirs, et qu'on a vu arriver un peu comme la REP Décathlon, puisqu'elle touchait à tous nos produits. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'opportun, parce que ça permet de nous mettre tous autour de la table. Et quand je dis tous autour de la table, c'est créer des nouveaux dialogues avec les pouvoirs publics, avec nos fédérations qui nous aident beaucoup sur ces questions-là, avec nos partenaires comme les éco-organismes, je pense notamment à Écologique sur la REP ASL, avec qui on est obligé d'être en contact constant pour pouvoir avancer. Mais ça nous permet aussi de penser à des nouveaux partenariats et d'aller plus loin. Une REP, ça touche aussi aux opérateurs des entreprises sociales et solidaires. Aujourd'hui, on ne peut pas penser la REP sans les ESS. Dans l'esprit collectif, souvent, on oppose metteurs en marché et ESS, et nous, on y voit une complémentarité. Et on a besoin d'eux pour faire du réemploi, on a besoin d'eux pour faire de l'insertion sociale. Et chez Decathlon, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin en montant des partenariats. Et par exemple, très concrètement, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des ESS comme des multiples à Tourcoing qui récupèrent nos produits, qui nous les réparent, ensuite qui les revendent, ou nous pouvons aussi leur racheter pour les revendre et augmenter notre offre d'occasion, et ça se retrouve concrètement dans nos rayons. On revient encore une fois, comme ce qu'on disait dans la première table ronde ou avec Boris Ravignon il y a quelques instants, président de l'ADEME, voilà, c'est l'affaire de tous, quelque part. Voilà, on parlait de l'ESS, on parlait de associations, de start-up également. Voilà, tout ça se met en place pour recycler, par exemple, un vélo. Je prends cet exemple ou un autre, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'il veut le consommateur? Qu'est-ce qu'il exige le consommateur? Il y a une pression quand même sur vous? On sent que les attentes du consommateur ont évolué. Ouais. On a fait plusieurs études avec nos propres consommateurs et aujourd'hui, on a une majorité de nos consommateurs qui veulent consommer responsable. Donc, je mets des guillemets avec responsable parce que c'est une notion qui n'est pas forcément définie. Et on a des consommateurs qui veulent connaître la vie de leur produit, de la conception du produit à sa seconde vie et sur toute sa chaîne de vie. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les accompagner dans ce changement de consommation. Et je vais vous prendre un exemple très concret qui va vous parler, c'est très imagé. Aujourd'hui, on peut avoir un client, on va l'appeler Nicolas. Nicolas, il a une fille, il veut l'inscrire à des cours de vélo pour qu'elle puisse aller à l'école en vélo. Pour ça, il a besoin de l'équiper. Donc, il va aller chez Decathlon pour pouvoir équiper sa fille pour qu'elle puisse apprendre à faire du vélo. Et hier, il allait chez Decathlon, il achetait les équipements, il équipait sa fille, il repartait, on retrouvait les équipements dans le garage. Quand on regarde les études de l'ADEME, 30% des ménages ont des articles de sport et loisirs qui ne se servent pas dans leur propre garage et ils n'en font rien. Aujourd'hui, Nicolas, quand il va venir chez Decathlon pour équiper sa fille, il va aller dans son garage, il va en profiter pour faire du vide parce qu'il a besoin de place, les enfants ont grandi, des nouveaux produits vont arriver. Il va retrouver un vélo qui est trop petit pour sa fille, mais qui est cassé. Il va retrouver une planche de stand-up paddle qu'il a utilisée une seule fois, puis des rollers. Il met tout ça dans sa voiture, il arrive chez Decathlon, et il se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive avec un caddie plein. Nicolas, il va pouvoir ramener son vélo pour le faire réparer, donc ça va lui coûter 15 €. Mais son vélo, sa fille ne peut plus s'en servir.
Donc Decathlon va lui proposer de lui reprendre, il va l'acheter. En même temps, Decathlon va aussi lui reprendre sa planche de stand-up paddle. Et au final, Nicolas aura dépensé 15 € de réparation, mais aura gagné 250 € de reprise produit. Les rollers, malheureusement, dans ce Decathlon-là, on ne pourra pas encore les récupérer. Mais grâce à la loi AGEC, on a des bacs ASL, donc des bacs de collecte d'articles de sport et loisirs à l'entrée du magasin. Il pourra les déposer dans ce bac. Et ensuite, Decathlon verra avec ses partenaires territoriaux si des associations peuvent les récupérer ou si notre partenaire écologique peut les récupérer pour les recycler. Et ça, c'est des changements de consommation. Oui, c'est bien, c'est génial ce que vous nous racontez, mais il faut que ce Nicolas, il soit sensibilisé, il faut qu'il sache qu'il peut ramener chez Decathlon le vieux vélo de sa fille, sa planche de paddle, etc. Ces haltères dont il ne se sert pas du tout, parce que voilà, il en a acheté pour faire plaisir, puis finalement il ne s'en sert pas. Voilà, ça aussi, il y a un besoin de communiquer un peu plus. Exactement, et ça, on a notre rôle à jouer, mais les pouvoirs publics le font aussi. Il y a des campagnes de sensibilisation au niveau national. Et nous, pour aller récupérer les produits qu'on peut reprendre en reprise et racheter à nos clients, on utilise aussi le lien qu'on crée avec ces consommateurs. On leur envoie des mails, on communique. On essaye aussi de les sensibiliser sur le choix du produit. On a une offre de plus en plus étayée de produits éco-design. Notre client, il est content d'acheter de l'éco-design, mais il faut qu'il comprenne ce que c'est que l'éco-design. Et pour ça, on a des PLV, comme on dit, donc des panneaux d'information dans nos magasins pour expliquer. Et on forme, et ça c'est très important, on forme aussi nos vendeurs, parce que qui dit changement de consommation dit changement de métier. Nos vendeurs doivent être formés à ces nouvelles ventes. Ils passent de vendeurs aussi à loueurs, il faut que ça soit accompagné. Et tout ça, ça passe par la communication. Oui, la communication, puis à condition, comme le disait tout à l'heure le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, que ce ne soit pas l'arbre de Noël sur les articles avec 25 labels différents et finalement, on n'y comprend plus rien. Juste un mot, puis je vous pose la question aussi à vous, David, dans une poignée de secondes. Comment est-ce qu'on adapte la communication Olivier Larose, Clara Berman, justement, sans que ça apparaisse comme du greenwashing quelque part vis-à-vis du consommateur? Prenez la parole, Olivier, Clara, et puis ensuite David Laverne, je vous poserai la question pour Brandt. Comment on adapte la communication? Ouais. Je vais vous redonner mon exemple de bouteille en plastique. C'est une innovation, ça s'est jamais vu. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est on a en termes techniques, on a disrupté l'étiquette, on a écrit dessus bouteille consignée en énorme parce que voilà, ça se faisait pas. Donc que le consommateur puisse se dire déjà visuellement dans le point de vente, ah tiens, celle-là elle est consignée, elle est réemployable. Je suis à la maison, je vais pas la mettre dans mon bac jaune parce que en fait j'ai avancé 20 centimes de montant de consigne, il faut que je la rapporte. Mais au final, au travers de ça c'est ce qu'on va faire sur le packaging, mais il n'y a pas que le packaging, il va y avoir toute la visibilité qu'on fait dans le point de vente, il va y avoir les fameuses PLV, toutes les publicités sur le lieu de vente, comment on théâtralise, comment on fait émerger dans le rayon avec une communication très, très, très visuelle pour expliquer. Pourquoi du réemploi? Pourquoi faire du réemploi? Parce que cette bouteille, elle est utilisée 10 fois. La bouteille verte à côté, elle est utilisée 25 fois. Il faut l'expliquer. Pourquoi? Quel est l'intérêt? La décarbonation, la réduction des déchets, et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de leviers. Il y en a plein. Après, on peut rentrer dans des leviers même très marketing, la gamification ou autres, ou même des mécaniques marketing comme des cartes de fidélité, des promos, et ainsi de suite. On n'est pas rentré encore là-dedans. On est en tout début. On a besoin déjà d'apprendre sur ce qu'on fait. On va déjà aussi corriger un petit peu très localement pour être meilleur et pour mieux mobiliser le consommateur. Clara? Oui, je rejoins aussi ce qui a été dit. Ça passe sur deux volets, donc cette sensibilisation en direct. Et ce qui a été dit à la table ronde précédente, c'est qu'aujourd'hui, nos produits, il y a une histoire à raconter. Voilà. Et en racontant cette histoire, elle est aussi transmise. Donc, je ne sais pas encore comment on va le faire concrètement, mais on y travaille avec nos partenaires donc écologiques et aussi nos fédérations. Mais on aimerait que demain, le client qui ramène son produit dans ce bac de collecte ASL puisse savoir que derrière, il va y avoir une vie, il va être réparé, il va être réemployé. Et c'est de l'éducation à la conscience collective. Et la loi AGEC nous permet aussi d'aller plus loin sur ces questions, notamment avec les contrats climat qui ont été mis en place il n'y a pas longtemps dans le monde publicitaire, où la publicité vient impacter le mode de consommation du client. Et là, ce ne sera pas un exemple Decathlon, mais j'ai en tête les pubs Vinted qui racontent très bien la vie du produit. Et ça parle directement. Et c'est comme ça qu'on accompagne le consommateur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble. David Lauvergne, Brandt, groupe français, géant français, voilà, de l'électroménager justement. Quel récit on fait au client? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Comment est-ce qu'on parle durée de vie du matériel à un consommateur? La durée de vie pour le consommateur, c'est compliqué parce qu'on est dans un métier où
le produit est bien moins cher qu'il y a 20 ans. Quand vous achetiez une machine à laver, vous mettiez quelques mois de salaire dedans. Aujourd'hui, elle est de moins en moins chère. Et on parlait tout à l'heure justement du produit d'occasion. Le produit d'occasion, il est usé, il est difficile à remettre en service. Il faut le nettoyer, il faut le rendre sexy, entre guillemets. Et ça a un prix. On en parlait tout à l'heure avec les bouteilles ou avec d'autres choses. Aujourd'hui, économiquement, ça n'a aucun sens. Donc il faut raconter au consommateur qu'il faut faire durer son appareil le plus longtemps possible. C'est le sien, il est propre, en tout cas il est entretenu par le consommateur. Une machine à laver, si elle a des vibrations, elle a tendance à s'user beaucoup plus rapidement qu'un produit bien installé, bien entretenu. Ça chauffe, il y a de l'eau. C'est une machine et ça a plein de contradictions aussi, puisque une machine d'aujourd'hui, elle consomme bien moins qu'une machine d'il y a 20 ans. Donc vous pouvez avoir fait durer une machine qui va vous consommer de l'eau, beaucoup plus d'électricité. Donc il y a plein de paradoxes comme ça. Donc on a des indices aujourd'hui de réparabilité qui vont aller vers des indices de durabilité demain. Et comment on informe le consommateur de façon claire. On parlait de sapin de Noël tout à l'heure sur certains produits. Aujourd'hui, pour un consommateur lambda que je suis sur d'autres produits, je comprends pas grand-chose, entre guillemets. Hein. On est tous autour de la table. On en parlera avec Philippe Laval tout à l'heure. Voilà. Non, mais allez-y, continuez. Mais c'est vrai que même pour moi, sur certains de mes produits, aujourd'hui, quand je vois toute l'information au consommateur, je pense que pour lui, c'est illisible. Le frein le plus souvent cité pour ne pas faire réparer un objet, c'est son coût, justement. Qu'est-ce que la loi AGEC a permis, justement, dans cette direction de permettre la réparation, ces fonds réparation? Alors, le fonds de réparation vient d'être mis en place, donc c'est hyper intéressant. Hein, ça donne un petit bonus aux consommateurs pour pouvoir faire réparer ces appareils. Il faut être labellisé. Donc nous, on est labellisé en tant que fabricant et en tant que service après-vente. Donc l'avantage de ces... Déjà, ça fait connaître aux consommateurs que ça vaut le coup de réparation d'un appareil. Parce qu'aujourd'hui, le coût de réparation d'un appareil, quand on voit le prix d'un appareil neuf, on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Aujourd'hui, on donne la possibilité aux consommateurs d'avoir de la pièce d'occasion, d'installer de la pièce d'occasion. Nous, on a un retour. Il y a 30% des consommateurs qui acceptent qu'on monte de la pièce d'occasion quand on répare un appareil. Par contre, il n'y a pas du tout de filière. Oui, il n'y avait pas du tout de filière sur la pièce d'occasion. Et la pièce d'occasion, c'est pas un rétroviseur d'automobile. On en parlera tout à l'heure. C'est quand même une pièce qui vaut relativement peu d'argent. Et à valoriser, c'est compliqué. Donc voilà, tous ces sujets sont passionnants. Nous, aujourd'hui, on travaille aussi à réindustrialiser. On parlait toute proportion gardée, hein, on essaie d'avoir un atelier de reconditionnement des appareils. Donc on a testé ça l'année dernière pour pouvoir faire rentrer des machines soit d'occasion, soit simplement abîmées dans le transport pour les remettre pour les réemballer et les reconditionner et les remettre sur le marché. Ça veut dire que de nouvelles unités de production ont pu être créées sur le territoire français, justement. Alors, avec une petite unité de production à Cergy, pour pas la citer. Ouais. Pour pouvoir justement remettre sur le marché quelques appareils. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière et la distribution nous demande du produit d'occasion, du produit recyclé. Il y en a pas. Hein. Est-ce que le consommateur arrive toujours à suivre et j'allais dire aussi, est-ce que les industriels, les grandes marques, question que je poserai aussi à Olivier dans un instant, aussi sur toutes les différentes étapes de cette loi AGEC. Est-ce que c'est facile de suivre pour les grandes marques toutes les nouveautés chaque année? Alors, on a eu la fin des pailles en plastique, puis l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, les bonus réparation. Cette année, c'est autour de la vaisselle jetable dans les fast-foods de Zouarbani. Est-ce que tout ça est facile toujours à anticiper, à raconter? Est-ce que le consommateur aussi, il s'y retrouve? Facile, non. Je pense que le consommateur, il attend ça. Oui. Je pense que il faut. Par contre, c'est pas facile pour les entreprises. Si on est honnête, il faut surtout les délais. Les délais sont très très courts. Souvent, ils sont appliqués où le décret sort avant l'application. Il y a peu de contrôle. Donc, est-ce qu'il y a encore une égalité entre les entreprises, des multinationales qui viennent de différentes parties du monde et une entreprise française qui souvent
obligés d'avoir une loi franco-française qui ne sera pas adaptée à l'Europe, on en a parlé tout à l'heure. Alors, mondialement, c'est encore pire. Donc voilà, c'est tous ces enjeux qu'on a aujourd'hui et qu'on refuse surtout pas de mener. On parlait des 3 tiers tout à l'heure. Je pense qu'on est tous dans le premier tiers. On est de bonne volonté. On veut le faire. Par contre, ça a des coûts. Et pour le consommateur, est-ce qu'il est prêt à payer? Moi qui continue à fabriquer des appareils électroménagers en France, quand je dis moi, nous, Français. Exactement. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel par rapport à mes concurrents est-ce que le consommateur veut payer plus cher? La réponse est non. Hein. Il a peut-être un petit avantage parce que le produit est fabriqué en France, mais je suis pas sûr qu'à la fin, son choix se porte que parce qu'il est fabriqué en France. Il faut qu'il soit au même prix. Olivier Larose, sur toutes les étapes de cette loi AGEC, comment est-ce qu'une marque comme la vôtre, Coca-Cola, comment est-ce que les consommateurs de toutes les boissons de la galaxie Coca-Cola s'y retrouvent quand il y a tous les ans des nouvelles interdictions Il y a et nouveaux usages, évidemment. Il y a 2 éléments de réponse. Il y a effectivement le consommateur, j'en ai beaucoup parlé. Effectivement, il faut que ça soit simple, lisible, que ça ne change pas tous les 4 matins. Et après, je vais prendre ma casquette d'industriel. On nous demande légalement de changer nos étiquettes pour mettre un Triman, pour mettre différentes choses. On se met en conformité. Ça nécessite énormément d'investissement, énormément de changements, mais on est légaliste, on le fait. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pertinent par rapport aux consommateurs. Mais surtout, ce qui est très important sur la loi AGEC, et la loi AGEC, c'est une loi française qui est très structurante pour l'économie circulaire, mais il n'y a pas que la loi AGEC. Il y a des lois aussi européennes. Il y a une directive européenne qui est sortie en décembre dernier, qui s'appelle PPWR pour les spécialistes, qui met des objectifs qui peuvent être aussi un petit peu différents, sur des échéances de temps un petit peu différentes. Et donc, nous, industriels, on a 5 usines en France. 90% de nos produits sont fabriqués en France. On a 2500 collaborateurs en France. Moi, j'ai régulièrement le DG industriel qui vient me voir, qui dit « Olivier, j'ai une ligne de PET azogénique qui est obsolète dans 3 ans. Je fais quoi? Je mets quoi à la place ?» Donc, en fait, c'est ça la réalité, c'est qu'il y a AGEC, il y a l'Europe, il y a potentiellement les autres lois, il y a la loi climat, donc il y a tout le cadre réglementaire, mais il y a aussi les attentes des consommateurs en termes de tendance de fond. Et ça, c'est important. Et donc, voir comment nous, industriels, on est en capacité de se projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, parce que c'est ce dont on parle. On n'est pas ArcelorMittal en termes d'investissement, en termes de lourdeur industrielle, mais quand on investit dans une usine, dans une ligne, c'est pour 10 ans, c'est pour 15 ans. Donc voilà, on a besoin d'avoir cette stabilité législative, en tout cas, ou en tout cas cette visibilité long terme, ce qui est très important pour planifier et anticiper. Philippe Laval, directeur général de l'INC, l'Institut national de la consommation, qui n'est pas du tout une association de consommateurs, hein, c'est un organisme public, hein, s'informer le public. Bon, il y a un petit journal qui est un petit peu connu depuis des décennies, 60 millions de consommateurs, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut le consommateur, ce consommateur qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus informé, également de plus en plus critique, de plus en plus demandeur de transparence et critique aussi vis-à-vis des industries, hein, voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous l'interrogez? Alors bonjour à tous et tout d'abord merci de m'avoir invité aujourd'hui. On a fait une enquête en fait. On est parti. Nous on connaît bien le consommateur à l'Institut national de la consommation. On fait des études chaque année, des essais, etc. Il y a effectivement l'équipe de journalistes autour de 60 millions de consommateurs qui procèdent à ces enquêtes. Mais on s'est dit profitons de cette opportunité d'intervenir aujourd'hui dans ce colloque pour faire une étude auprès des consommateurs et interroger un échantillon représentatif. Donc ce que nous dit le consommateur, on a commencé par le début, après tout, c'est économie circulaire, anti-gaspillage, etc. On s'est dit, interrogeons-le tout simplement sur qu'est-ce que l'économie circulaire. Et là, sans grande surprise, ceux qui savent expliquer ce qu'est l'économie circulaire, il n'y en a même pas 1 sur 5. Hein. Donc le concept même d'économie circulaire n'est pas forcément
connu par les consommateurs. Et si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y en a à peu près la moitié qui savent même pas ce que c'est ou qui en ont très vaguement entendu parler. Donc ça permet quand même, parce qu'on est, nous, dans ces sujets, que ce soit entreprise, hein, et ça a bien été décrit, et il y a beaucoup de points qui ont été indiqués qu'on partage, mais ça permet aussi de relativiser par rapport à l'ensemble de la population française sur un échantillon représentatif. Après, on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a regardé les différents aspects de l'économie circulaire. Peut-être que le concept global n'est pas connu, mais on s'est dit, interrogeons-les sur finalement leurs pratiques, leurs critères d'achat, qu'est-ce qui est important pour eux. Et là-dessus, alors l'étude est très récente, hein, on vient de la faire, hein, donc elle m'est arrivée. J'ai envie de dire, c'est comme le pain du matin, hein, elle est arrivée, elle est toute chaude. Ce qu'on voit, c'est que les mesures les plus importantes, c'est par rapport à l'économie circulaire, c'est la réparation. Alors j'ai entendu ce qui a été dit, hein, notamment par Brandt, mais aussi par Decathlon. Très clairement, tout ce qui va tourner autour de la réparation, réparabilité des produits, le coût, ça a été évoqué, hein, le coût bien sûr, mais aussi la possibilité d'avoir une offre par le fabricant, par exemple, de réparation. Hein, ça paraît bête, mais voilà, ça fait vraiment partie des mesures les plus importantes. Après, on s'est dit, bon, on va les interroger dans le quotidien, parce qu'il y a ce qui leur paraît important, mais finalement, quelles sont leurs pratiques? Alors là, on s'est dit, bon, on va regarder sur les critères d'achat. Hein, on parle du prix, c'est un critère d'achat important, c'est pas le seul. Donc on s'est dit, bon, voyons parmi leurs critères d'achat, comment ils vont situer les thèmes de l'économie circulaire, hein, réparabilité, durabilité, etc. Le vrac aussi, on a pensé au vrac, l'emballage, tout ce qu'on a évoqué, par rapport à des critères plus classiques, prix, qualité, composition du produit, etc. Bon, ce qui ressort, on a distingué quand même ce qui était les achats du quotidien, hein, alimentation, cosmétiques, etc. Des achats de produits d'équipement, hein, donc électroménager par exemple, informatique. Là, ce qu'on voit, c'est que sur les achats du quotidien, comme sur les biens d'équipement, mais plus marqué sur les achats du quotidien, bon, tous ces sujets d'économie circulaire sont des facteurs importants, mais viendront après. Tout ce qui est qualité, rapport qualité-prix, composition des produits également sont revenus en premier pour les achats du quotidien et bien sûr le prix tout seul. Après, sur les biens d'équipement, pratiquement au même niveau que ces critères arrive la réparabilité. Donc ça rejoint en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. La réparabilité, c'est quand même un grand sujet pour les consommateurs. Après, est-ce qu'ils trouvent que cette économie circulaire, c'est facile, c'est compréhensible, justement? Est-ce qu'ils comprennent bien? Tout à l'heure, c'est Emmanuel Guichard qui nous disait cette surprise qu'il avait eue pour les ventes de Noël, justement, dans la parfumerie, que ben voilà, il y avait une montée en flèche, justement, des recharges de parfums. Est-ce que ce genre de comportement est amené à se multiplier? Est-ce que le consommateur, il est prêt, justement, à jouer le jeu? Mais il jouera le jeu s'il considère que c'est facile, quelque part. Écoutez, je vais reprendre l'intervention d'Olivier Larose, parce qu'en fait, de mon point de vue, il a tout résumé. Il faut sensibiliser, créer un terreau favorable, expliquer. Après, il faut informer, donc une information claire, transparente, mais aussi accessible, facilement, dans les magasins. Enfin, ça, c'est le deuxième point. Et puis, troisièmement, créer une offre. Il faut qu'il y ait une offre qui soit accessible. On a parlé de la réparabilité. Aujourd'hui, on voit bien que l'indice de réparabilité se met en place, donc ça aide à l'information. Mais derrière, beaucoup d'enseignes maintenant proposent des services de réparation, Decathlon. Bon, ça c'est très ancien, comme vous l'avez indiqué, notamment sur tout ce qui tourne autour des vélos. Mais voilà. Après, au-delà de ça, il y a la question du coût que vous avez souligné, qui est très importante. Mais l'expérience montre que si vous sensibilisez, donnez l'information, le consommateur va vers les produits les plus vertueux. Après, il faut distinguer quand même le coût du prix. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la corrélation entre le prix, par exemple, et la qualité du produit, c'est pas si simple. Hein, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Donc, je pense pas que le coût soit le seul facteur. Et puis, il y a également quelque chose auquel, et l'étude l'a encore montré, là, cette étude d'il y a quelques jours, il y a un autre facteur qui est très important, c'est que le consommateur cherche à peut-être consommer moins, mais mieux. Et tout ce qui est fait sur
les indices de réparabilité, le fonds de réparation également, hein, les aides à la réparation, demain l'indice de durabilité, je crois que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de schizophrénie parfois dans la tête du consommateur, et justement cet esprit de schizophrénie sur lequel vont se heurter les industriels et les grandes marques? Je prends l'exemple du ticket de caisse. Le ticket de caisse, c'est bien, on nous demande maintenant, vous le voulez pas, très bien, bon, voilà, peu importe, hein, moi je le prends plus, je m'en fous, très bien, mais il y en a qui vont se dire aussi, ah oui, mais est-ce que vraiment ce que je paye, c'était bien ce que j'ai acheté? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, etc. Voilà, donc on veut bien ne plus prendre le ticket de caisse, mais en même temps, on veut quand même savoir ce qu'il y avait quand même, ce qui aurait pu être marqué sur le ticket de caisse, quoi. Voilà, c'est compliqué. Alors c'est un très bel exemple, le ticket de caisse. En plus, c'est l'actualité. On a beaucoup de retours sur le ticket de caisse. Après, dans notre enquête, on a essayé de situer ça. Il y a quand même une majorité qui est favorable aux mesures actuelles, c'est-à-dire non pas l'interdiction de l'impression, mais plus d'impression systématique, hein, pour bien distinguer sur un certain nombre de produits. Schizophrénie, oui, on a beaucoup de remontées un peu dans différentes directions. Notamment, il y a un désir du ticket de caisse pour 3 raisons principales. Pour un certain nombre de consommateurs, d'abord la preuve d'achat. Beaucoup nous remontent, on sort du magasin, tout ça, contrôle, etc. Donc preuve d'achat. Bon, il peut y avoir un truc pratique également quand vous sortez des caisses automatiques, parfois faut scanner. Donc bon, là on a un sujet. Il y a également la tenue du budget, ça nous remonte pas mal, hein, tenue du budget. Et puis les erreurs de caisse, tout simplement, hein, faire une vérification très rapide. Donc il y a ça. Mais encore une fois, hein, la majorité, plus de 6 sur 10, s'estime favorable à la suppression de l'impression systématique. Il y a un autre point qui nous est remonté sur le ticket de caisse, et là c'est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous disent, mais finalement c'est vrai que le ticket de caisse c'est du papier, mais moi j'ai acheté 2 produits, et puis j'ai un ticket de caisse qui fait 50 cm de long. Et quand on regarde dans le détail, parce qu'ils nous envoient des photos... Hein, et ils ont raison. En fait, il n'y a pas que la mention légale de conformité hein, sur les 50 cm et le nom des produits. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de promos, de pubs, etc. On a pu entendre des grandes marques, on a pu entendre Decathlon, on a pu entendre Coca-Cola, on a pu entendre Brandt. Les startups également, voilà, qui ne sont pas en reste, bien entendu, qui ont plein d'idées, justement, à destination des... Si, vous avez plein d'idées, Damien. Comment ? Oui, on en a plein. Bah, oui. Damien Pichereau, alors, Damien Pichereau, ancien député, aujourd'hui directeur commercial de Rêve Mobilities, hein, boîte créée en 2018, elle a 5 ans. Vous êtes spécialisé dans le rétrofit. Le rétrofit, c'est simple, on prend des véhicules thermiques, plutôt que de la changer, parce que changer la voiture, changer même son camion, sa camionnette, etc., ça pourrait coûter cher. Bah vous dites, bah non, je retire le moteur thermique et à la place, je mets un moteur électrique. Racontez-nous ce que vous faites. Ouais, alors le constat, il est assez simple, vous l'avez dit, c'est qu'on a à peu près 44 millions aujourd'hui de véhicules thermiques, quand on ajoute les particuliers, les utilitaires, les camions qui sont en circulation en France. Sur ces 44 millions, on a 100% des usagers qui sont touchés par les hausses de carburant. On en a près de 3/4 qui vont dès demain finalement être interdits d'accès dans certaines zones, les zones à faible émission. Et puis surtout, tous polluent énormément, tous font du bruit. Et finalement, la seule cause de tout ça, c'est le moteur. Donc on se dit que finalement, plutôt que de remplacer un véhicule complet et donc d'en détruire un, d'en reconstruire un qui, du coup, consomme énormément d'énergie, pourquoi on n'enlèverait pas ce moteur qui consomme, qui fait du bruit, qui pollue, pour le remplacer par une motorisation électrique et des batteries aujourd'hui, et la réglementation nous permettra même d'aller vers l'hydrogène demain. Ça permet de faire énormément d'économies aujourd'hui par rapport à l'achat d'un véhicule neuf électrique. On est 2 à 3 fois moins cher. Pour vous redonner 2 à 3 fois moins cher de changer son moteur, de mettre de l'électrique, plutôt que de racheter un véhicule électrique neuf. D'accord. Un exemple tout simple, hier, j'étais avec une grande entreprise française qui me montrait un devis concurrent d'un constructeur électrique de véhicules neufs qui lui proposait une livraison en mai 2024 sur un véhicule à 79 000 € parce qu'il y avait un petit aménagement sur son véhicule. Nous, face à cela, sur ce véhicule-là, qui est un véhicule assez grand, on était à 26 000 €. Donc, on était 3 fois moins cher. On était à 3 fois moins cher pour une batterie neuve, un moteur neuf
Et certes, il faut bien l'avouer, une autonomie qui est un poil inférieure parce qu'on a des contraintes en termes de poids notamment qui fait qu'on ne peut pas mettre autant de batterie que ce qu'on voudrait avec un véhicule neuf. Mais ce qui n'est pas finalement une énorme contrainte. Puisque en réalité, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que les constructeurs neufs proposent aux alentours de 250 km, ce qui est beaucoup trop pour 80% des usages des professionnels et ce qui n'est pas assez pour 10% d'usages très spécifiques. Donc en fait, ça leur permet de répondre à 10% auxquels nous, on ne peut pas répondre, mais en étant 3 fois plus cher. Donc l'idée, c'est vraiment de définir quel est le juste besoin de nos consommateurs et d'y apporter une réponse qui soit au juste coût. Véhicules, les petits comme les plus gros sont, je ne sais pas comment ça se dit, rétrofitables, réadaptables. Ouais. Alors, tous peuvent l'être, d'après la réglementation. Après, là, nous sommes un groupe qui a vocation à être un groupe industriel, et donc derrière toute une notion d'homologation avec l'UTAC, comme un véhicule neuf, on a même certaines contraintes qui sont supérieures à un véhicule neuf. Je prends l'exemple des batteries. On parlait tout à l'heure de la nouvelle norme des batteries. Un véhicule neuf aujourd'hui est contraint à une norme qu'on appelle la R100. Nous, on va plus loin, on est sur la R100 révision 2 avec une protection contre le choc et le feu. Donc on va même plus loin en termes de protection contre le choc et le feu que le véhicule neuf. Pourquoi ? Ça s'explique aussi, c'est parce que quand on a un véhicule neuf, il est conçu aussi pour protéger la batterie. Nous, pas forcément, parce qu'à la base, il était fait pour un moteur normal, pour un moteur thermique. Donc oui, dans l'hypothèse, dans la théorie, on pourrait faire tous les véhicules, mais dans la réalité, vu le coût de la R&D et de l'homologation, on est obligé de sélectionner les véhicules qui sont les plus en circulation. Typiquement, nous, le premier véhicule qu'on va mettre sur la route, ça va être un Renault Master, qui est l'un des utilitaires, le deuxième utilitaire aurait été le plus vendu en France. C'est pas encore la réalité pour vous, vous êtes toujours en phase de R&D. Hein. Tout à fait, on est en phase de R&D, on a aujourd'hui une équipe de 25 personnes. Vous imaginez bien qu'à 25 personnes, on ne peut pas faire ce type de travail. Donc on travaille aussi derrière avec un écosystème, Segula Technologies notamment, qui est un bureau d'études internationalement reconnu, qui travaille pour Stellantis, pour Renault et pour nous. Alors justement, même si on a la modestie de penser qu'on n'est pas au même niveau que Stellantis et Renault, rassurez-vous. Mais pour le coup, on travaille aussi avec eux aujourd'hui en tant que partenaire. Farpronergie également, on a beaucoup de partenaires pour pouvoir justement faire en sorte d'aller très très vite et de proposer très rapidement une gamme importante. Et la cible, ça sera quoi? Ça sera monsieur, madame, tout le monde, ou ce sont plutôt des flottes d'entreprises ou de collectivités locales? Pour l'instant, on voit que le modèle économique il marche mieux sur les flottes, oui. Sur tout ce qui est véhicules utilitaires, sur les véhicules lourds également. Je prends l'exemple des bus, par exemple. Ah, oui. Un bus électrique aujourd'hui, c'est 560 000 € en moyenne. Nous, on peut proposer une offre à 240 000 €. Donc ça permet aux collectivités qui sont contraintes, qui sont soumises derrière des obligations de verdissement de flotte, et c'est normal, c'est un levier derrière pour aller plus vite, ça leur permet d'aller en fait 2 fois plus vite ou d'économiser. Voilà. Et en matière de dépenses publiques, voilà, ça qui sont contraintes aussi à la fiscalité pour ne pas augmenter trop les impôts. Donc, en effet. Qu'est-ce que vous allez, pour monsieur et madame tout le monde, vous allez raconter quoi, justement? Ça va être quoi le message à passer aux consommateurs pour qu'ils passent, justement, qu'ils se convertissent à un moteur électrique plutôt qu'un moteur thermique? Alors, on a plusieurs cas de figure. Comme je disais, sur monsieur et madame tout le monde, le particulier, c'est encore compliqué. C'est quelque chose qu'on est encore en train d'étudier. Le gouvernement a lancé un appel à manifestation d'intérêt doté d'environ 20 millions d'euros pour justement essayer d'adresser cette population-là, mais on se voit bien que c'est complexe car le prix du véhicule électrique neuf diminue énormément. Nous, le prix de notre batterie reste encore assez élevé, donc en termes de modèle économique, c'est assez compliqué. Sur le professionnel, ça va assez vite. On voit bien qu'il y a une volonté de verdir. Il y a en plus une contrainte de verdissement tant du côté des ZFE que de l'augmentation du prix du carburant. Il y a aussi une volonté derrière qui est assez drôle de la part des transporteurs notamment, qui est de dire on a de plus en plus de mal à recruter. Et on se rend compte qu'en fait, quand on met un chauffeur sur un véhicule électrique, il reste plus longtemps. Parce qu'il y a moins de vibrations, il n'y a pas d'embrayage parce qu'on est sur une boîte automatique. Donc là aussi, ils se disent, si on veut conserver nos usagers, nos chauffeurs, il faut qu'on aille peut-être un peu plus vite sur l'électrique. Donc derrière, le rétrofit peut être une solution. C'est un cercle vertueux, c'est bien. On n'a pas vocation à dire qu'on est une solution unique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, et on n'a jamais dit à aucune entreprise, il faut que vous achetiez 100% de rétrofit. Même à une ville, aujourd'hui, on leur dit, on sait que vous avez des lignes qui sont des vitrines, achetez des véhicules neufs parce que vous voulez faire plaisir à votre population, mais vous avez des petites lignes à côté où un rétrofit peut très bien le faire, faites-le. Et sur les entreprises, on est pareil, on est complémentaires finalement au neuf et on permet d'aller plus vite et à moins cher. Autre start-up, celle fondée par Lucas Graffan, qui a fondé la consigne Gringo, mais on oublie puisque maintenant c'est Bibac.
Bring it back. Voilà, retournez vos contenants, on se charge du reste avec une technologie de réemploi. Et ce que vous dites d'ailleurs, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Vous êtes parti d'un constat, tout simple, hein, que probablement d'autres ont fait aussi. Plus de 13 milliards d'emballages jetables sont générés chaque année. Oui, bonjour à tous. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc en fait, ce constat, je pense, ce chiffre, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu dans la presse. Ça a été un des chiffres phares au moment notamment de la loi AGEC, donc lorsqu'elle a été promulguée il y a 3 ans. Donc BeBack, qui, comme vous l'avez compris, c'est la contraction de Bring It Back. C'est une société qu'on a créée avec mon associé Yasmine Daman il y a 5 ans. Et qui en fait a vocation à développer des solutions qui permettent aux industriels et notamment en l'espèce les restaurateurs aujourd'hui à mettre en marché des emballages réutilisables et donc vraiment à passer d'un modèle du tout jetable au réutilisable et ce à très grande échelle. Et donc nous on a un levier pour ça, c'est la tech. Donc on a développé une techno qui est propre et qui va permettre de lever tous les freins de nos clients qui souhaitent passer sur un modèle réutilisable à grande échelle. Donc en fait, il y a 3 freins principaux. Le premier, c'est quand un restaurateur, donc je prends un exemple parce qu'on travaille aujourd'hui avec notamment beaucoup d'acteurs de la restauration collective et de la restauration rapide, et de plus en plus avec la restauration livrée, qui est pas encore concernée par la loi AGEC, mais on a le fameux 1/3 de certains groupes qui se mettent à anticiper. Donc ces restaurateurs, eux, leur modèle change parce qu'en fait, avant, ils utilisaient des consommables qui étaient donc destinés à conditionner leurs produits. Aujourd'hui, ce consommable, ça devient un investissement dans un actif qui est une flotte d'emballages réutilisables. Et donc cet actif, il faut l'utiliser, il faut l'amortir. Et donc pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est s'assurer que les contenants, donc la vaisselle revient en fait, et elles reviennent un maximum de fois avant d'être soit mise au rebut, donc au recyclage, ou avant d'être éventuellement conservé par un consommateur. Donc ça, c'est vraiment l'objectif et c'est notre job quelque part, notre métier de maximiser ce retour des emballages. Donc on a un logiciel de gestion qu'on met à disposition des restaurateurs qui fait en fait de la gestion de stock pour eux, puisque c'est un nouveau métier pour eux de gérer ça. Donc c'est vraiment de la gestion d'actifs. On leur donne en temps réel l'accès à la localisation de leur flotte et les statistiques de taux de retour. C'est vraiment un outil de pilotage du quotidien. C'est-à-dire vous gérez en fait toute la chaîne, hein, c'est-à-dire le sourcing, bien sûr. Alors on a une dimension conseil, oui, qu'on fait parce que comme on a démarré finalement 5 ans dans une société spécialisée dans le réemploi, c'est assez vieux, paradoxalement, parce qu'en fait aujourd'hui on est vraiment sur des passages à l'échelle en ce moment. Mais nous, quand on commençait, on a fait du conseil pour nos clients, c'est-à-dire qu'on faisait toute la chaîne, on sourçait les emballages. Ouais. Parfois même, on a même acheté et revendu les emballages à nos clients. On parle d'emballage principalement en verre, hein, en tout cas dans votre activité. Aujourd'hui, de plus en plus d'emballages, nos clients donc maintenant investissent dans leur propre flotte d'emballage et nous, on leur fournit la techno qui leur permet de l'opérer. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de verre. En effet, on reste sur 80% de verre aujourd'hui, mais avec la restauration rapide, on a beaucoup de plastique réutilisable ou de matériaux type Tritan qui sont utilisés. Qui doivent également avoir une rotation maximale pour avoir un impact écologique intéressant. Ça, c'est aussi un phénomène important. C'est, je pense, quand on se lance dans le réemploi, l'argument principal du réemploi, c'est éviter les déchets, mais ça marche que si on réutilise l'emballage un maximum de fois. C'est-à-dire si vous investissez dans un emballage qui va avoir un coût de production qui, d'un point de vue écologique, est plus fort qu'un jetable, ça, aujourd'hui, faut l'admettre. Et c'est normal pour 2 raisons. C'est l'industrie du jetable, par exemple si on prend le plastique jetable, est ultra optimisée aujourd'hui. Donc en fait le coût marginal environnemental de la production d'un emballage plastique est finalement assez petit si on le prend tel quel, ou en tout cas va être plus petit aujourd'hui qu'un emballage réutilisable. Mais par contre ce qui va compter, c'est le nombre de fois où il va être réutilisé. Donc voilà, donc nous on fournit ce logiciel-là. Ensuite le deuxième aspect sur le réemploi, c'est nos restaurateurs, ils ont investi dans un actif. Donc cet actif, il a une valeur, et donc qui dit réemploi et mise en marché d'un contenant réemployable dit flux financier. En fait, c'est indéniable. Olivier en a parlé tout à l'heure. C'est comment on va inciter le consommateur à rapporter son emballage, et s'il le rapporte pas, comment le restaurateur, en l'espèce pour nos clients, va pouvoir amortir sa perte pour réinvestir dans une flotte de contenants. En fait, c'est fondamental. Et donc nous, on a des modèles de retour sur investissement qu'on fournit à nos clients lorsqu'ils se lancent dans le réemploi, dans lequel ils peuvent calculer en fonction du montant de consignes qu'ils vont mettre et de la rotation moyenne des emballages qu'ils vont estimer, voir si leur modèle est rentable ou pas, par rapport au jetable d'une part, et aussi par rapport à s'ils essayaient d'utiliser un système de réemploi par eux-mêmes. Parce que la techno leur facilite ces flux financiers,
Donc nous, ce qu'on fait, c'est simple, on s'interface avec les systèmes d'encaissement de nos clients et avec leurs ERP financiers. Et on gère pour eux tout ce qui va être encaissement, décaissement de consignes, gestion comptable aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait c'est un vrai sujet pour les restaurateurs. Je pense que si vous parlez à un restaurateur qui s'est lancé dans le réemploi de la TVA, il va se tirer les cheveux parce que c'est un énorme problème pour eux. Donc nous on adresse ça. Donc en fait on s'interface avec leur système, on compile cette information et on leur fournit sous forme très simple, c'est une ligne comptable pour eux à gérer. Et le troisième point, on en parle justement aujourd'hui, c'est l'usager. En fait, comment on va transformer l'usage, donc comment on va communiquer au consommateur le fait que cet emballage qu'il a dans les mains, il a une valeur et qu'il ne doit pas le jeter n'importe où à la poubelle, qu'il doit le rapporter. Et donc ça, c'est une autre facette de notre solution. On en a deux. En fait, la première, c'est on a des bornes de retour, donc qui sont installées. Pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne, c'est à peu près les mêmes modèles que ce que vous avez dans les chaînes chez les retailers allemands, pardon, qui en fait installent des machines pour récupérer les bouteilles consignées, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'Allemagne, c'est quand même un pays dans lequel la consigne c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs d'un point de vue usage, c'est complètement accepté culturellement en Allemagne de payer une somme supplémentaire qui s'appelle le Pfand. Et on sait qu'on va récupérer cette somme au moment où on rapporte les emballages. Et c'est fait quotidiennement par des millions d'utilisateurs. Donc en fait, techniquement, moi je veux être quand même assez rassurant sur est-ce que les consommateurs vont être prêts à payer in fine un prix de consigne. En fait, pour nous, la réponse est oui, dans le sens où on voit que culturellement dans d'autres pays ça se fait. Donc c'est vraiment un enjeu d'éducation et de communication. Mais on peut tout à fait y arriver. Par contre, il faut faciliter cet usage au maximum. Donc c'est ce que vous disiez aussi Olivier et Clara quand vous parliez de comment on communique auprès du consommateur pour le retour. L'accessibilité. Donc nous, par exemple, on utilise sur les emballages qu'on traque pour nos clients, il y a des QR codes. Le consommateur peut flasher le QR code et il trouve tous les points de collecte dans lesquels il va pouvoir rendre son emballage. En fait, c'est assez simple d'utilisation. Aujourd'hui, le QR code, depuis le sujet de la Covid-19, tout le monde est habitué à scanner un QR code. Enfin, c'est plus un sujet aujourd'hui. Et c'est une source d'information qui est intéressante. Et le dernier point, c'est quand vous rendez votre emballage, vous devez automatiquement être sûr que vous êtes recrédité. Donc ça, on a des solutions de cashback. Et ce que disait Olivier aussi, c'est nous, on s'interface avec des systèmes de gamification. Donc par exemple, on s'interface avec des cartes de fidélité de nos clients ou leur propre système de cashback qui vont pouvoir permettre d'inciter le conso de rendre aussi le geste du retour ludique. Donc en fait, nous, on a deux objectifs quand on s'adresse aux consommateurs. C'est qu'il faut que ce soit aussi simple quasiment que de jeter un emballage à la poubelle, et même il faut que ce soit plus fun parce que ça va lui rapporter quelque chose en plus. Et si on combine ces deux-là, ce qu'on voit, c'est que chez les clients chez qui on s'est lancé, on a des taux de retour qui très rapidement dépassent les 95%, ce qui est déjà un très bel objectif parce qu'en fait si on regarde beaucoup d'autres expérimentations qui ont eu lieu, on est plutôt aux alentours de entre 50 et 60%. Donc nous avec ces systèmes-là, on obtient 95%, pardon. Et on a l'objectif à gros volume de passer la barre des 98, parce qu'on a calculé que c'était à ce moment-là qu'on pouvait vraiment avoir un système pérenne à grande échelle d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue impact environnemental. Mais c'est tout à fait atteignable techniquement. Là, quand on vous écoute, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, bien sûr. C'est notre rôle. Non, mais c'est très bien. Vous avez l'impression, chacun, que la loi AGEC, justement, a pu modifier les mentalités des consommateurs, a pu booster justement en direction de ce recyclage. David Brandt. Franchement, je suis pas totalement sûr de la réponse. Je pense que le consommateur est fortement en attente. Et tout à l'heure, Philippe Laval a parlé d'attente de consommateurs sur la réparation, par exemple. Je pense que oui, il y a un enjeu. Nous, ça fait très longtemps qu'on donne l'accès à toutes nos pièces détachées sur nos 4 marques pour de l'auto-réparabilité. Après, on parlait tout à l'heure de la sécurité du consommateur. Il ne faut pas l'oublier non plus. Je n'aimerais pas trop qu'il touche à un micro-ondes, par exemple. Ça pourrait être dangereux. Donc, il y a toute la schizophrénie. Elle est là aussi. On donne accès à nos schémas, à nos pièces détachées,
Il y a aussi des enjeux de propriété industrielle demain. Comment on fait pour donner tout l'accès à tout ça à nos consommateurs. Je pense qu'ils sont prêts à réparer. Et le Covid a aidé, comme le QR code, à changer les mentalités. Aujourd'hui, les gens veulent réparer leurs appareils. Nous, on sait faire. On donne 20 ans, par exemple, de disponibilité de pièces détachées sur des fours et des tables d'induction fabriqués en France. Ça n'existe pas ailleurs dans nos domaines. 14 ans sur tout le reste. Donc voilà, c'est La question de la schizophrénie, de l'incitation du consommateur, voilà, ce que vous nous avez expliqué il y a quelques instants, ça peut se heurter aussi à certaines limites, la culpabilisation du consommateur. Comment faire en sorte d'inciter le consommateur sans le culpabiliser, sans lui dire tiens, si tu consommes ça, ça va être une épouvante pour la planète. Voilà, je pense notamment au transport aérien, par exemple, là où on a culpabilisé certains voyageurs. Alors après, à tort ou à raison, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le consommateur soit responsabilisé sans se dire on me tord le bras et c'est contre ma liberté individuelle. Qui prend la parole là-dessus sur ce sujet? Allez-y. Alors allez-y, allez, Damien Pichereau. Moi, je pense qu'il est quand même difficile de changer les choses si on ne met pas de contraintes. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté une contrainte et de l'autre côté une incitation. Et c'est ce qui a été fait. Et pour en revenir à ce qui a été dit précédemment sur la loi AGEC, je pense que malheureusement, dans les 50 prochaines années, on ne trouvera personne qui nous dira « Waouh, cette loi était incroyable ». Par contre, on aura des gens qui vont nous dire, et moi je l'entends régulièrement, mais la fin des plastiques, de l'utilisation de vaisselle réutilisable dans les fast-foods, c'est une très bonne chose. Par exemple. Donc c'est sur certains points où les gens vont se retrouver, et c'est très très bien. La loi, elle est là pour donner une impulsion finalement, et les gens vont suivre, il y a une inertie qui est normale, mais les gens vont suivre, vont arriver à suivre, mais on est obligé à la base quand même de mettre une contrainte, sans culpabiliser, je suis d'accord, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais mettre une forme de contrainte et une incitation sur l'alternative qui est vertueuse, c'est nécessaire. Alors Olivier, puis Philippe, ensuite, allez-y Olivier Larose, Coca. Ouais, moi, ce que j'aurais tendance à dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le conso, quand on lui pose la question, le consommateur, quand on lui pose la question, est-ce que tu es prêt à acheter du durable, tout le monde lève la main. Qui est prêt à le faire? Tout le monde baisse la main. C'est ça. En fait, on a un gros gap entre l'intention et le passage à l'acte, donc on doit l'accompagner. Et on a parlé tout à l'heure, la table ronde d'avant, je crois, de raconter des belles histoires. Et en fait, je pense que c'est aussi la force de nos marques, de nos grosses maisons, de raconter des histoires autour de la croissance verte. Et c'est ce qu'on fait sur le réemploi, c'est ce qu'on fait sur le recyclage. On a lancé des bouteilles 100% plastique recyclé, parce qu'on a parlé beaucoup de réemploi l'année dernière. C'est 70% de CO2 en moins. Ça vient servir l'intérêt de la décarbonation. C'est très important. Et donc ça, il faut qu'on l'explique aux consommateurs. Le fait que, voilà, s'il achète une bouteille en plastique à usage unique, aujourd'hui, 100% circulaire, c'est 70% en moins de CO2 que la même 100% issue du pétrole. Voilà, il y a des histoires à raconter. Oui, comment raconter de belles histoires, Philippe Laval, sans coller des labels ABCDE, des couleurs jaune, rouge, machin, des chiffres 1, 2, 3, 4. Enfin, voilà, c'est ce qu'on a en ce moment dans les rayons, clairement. Oui, alors pour revenir aussi sur le sujet de la culpabilisation, donc vous avez donné un exemple, il y a un autre point auquel il faut être attentif, c'est pour tous ceux qui n'ont pas forcément des budgets importants, oui, et qui vont être très sensibles aux questions des prix. Donc c'est un point sur lequel il faut être attentif. Nous, ce qui nous revient, c'est très clairement, il faut qu'il y ait une offre qui existe, une offre qui soit abordable. Il faut aussi quand même beaucoup insister sur consommer moins mais mieux. Donc, produits durables, réparation, mais du coup derrière il faut qu'il y ait l'offre à un prix acceptable, enfin tout ce qu'on a pu évoquer. Donc ça c'est vraiment des points très importants. Nous, ce qui nous revient également énormément, c'est que le consommateur il est prêt à faire un effort, hein. Ça a été dit notamment dans la première table ronde, enfin il y avait eu une question là-dessus, et puis des exemples d'ailleurs qui montraient que les consommateurs étaient prêts. Il est prêt à faire un effort, mais il a le sentiment que si les professionnels n'y vont pas, ça, enfin voilà, c'est un peu illusoire. Il peut pas y aller seul, et donc tout ce que vous démontrez là, tout ce que vous exposez, c'est extrêmement important. Après, je finirai sur un dernier point. L'information est importante, donc tout ce que vous faites, c'est extrêmement important. Le consommateur a besoin aussi d'être réassuré, comme dans beaucoup de matières, par des tiers. Et nous, on a profité de l'enquête pour interroger en parallèle nos lecteurs, et ce qu'on constate, c'est que finalement ils vont dans le même sens
autres consommateurs, on va dire représentatifs de la population, mais ils vont plus loin, c'est-à-dire ils sont plus convaincus, ils vont plus pratiquer l'économie, etc. Et je pense qu'avoir des sources d'information indépendantes, à côté de tout ce que font les professionnels, c'est important, notamment si on ne veut pas avoir l'impression que derrière tout ça, il peut y avoir du greenwashing. Hein, et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait ce relais indépendant qui existe. Lucas Graffan, Bibac. Non, mais du coup, très rapidement, en fait, juste pour rebondir, il y a, en fait, pour nous, le rôle du politique, il est fondamental, en fait, dans ce changement, parce que là, on parle de culpabilité du conso, mais en fait, au-delà de ça... Il y a deux parlementaires à suivre qui vont monter sur scène après. Voilà. En fait, au-delà de ça, nous, ce qu'on a vu avec la loi AGEC, c'est que la promulgation de la loi AGEC et son application au 1er janvier 2023 pour les emballages, pour la vaisselle réutilisable en restauration rapide, ça a été un point de bascule pour le réemploi. C'est-à-dire, de fait, il y a aujourd'hui des millions de personnes qui, tous les jours, mangent dans de la vaisselle réutilisable alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Et ils se sentent pas culpabilisés. En fait, c'est juste, ils n'ont pas le choix parce que c'est la loi. Donc, par contre, la deuxième chose qui est importante, c'est la loi permet ce point de bascule. Maintenant, le consommateur, il a aussi besoin qu'on lui facilite la vie. Lui, il a son quotidien à gérer. Et si on veut que l'économie circulaire soit demain un standard, il faut que ce soit simple pour lui. Donc c'est là où je rejoins ce qui était dit au début sur les investissements. Et c'est très important de voir un temps long et de se dire on doit investir pour faire de ces chaînes d'économie circulaire des chaînes à l'échelle industrielle, tout comme l'était le jetable auparavant. Il faut que ça soit simple, il faut que ce soit abordable. Philippe Laval nous parlait tout de suite d'une offre à prix acceptable. Juste un mot peut-être, David et Clara. Le consommateur, il est aidé nécessairement par toutes les aides style bonus réparation, bien sûr. Il faut ça au moins au départ. Allez-y, oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Clara. Décathlon. Oui, aujourd'hui, le consommateur est aidé par toutes ces aides d'État aussi, et ces nouvelles aides. Mais là aussi, il faut faire attention, et je pense que je vais essayer de faire passer le message. Ça peut être aussi très lourd en charge administrative pour les entreprises. Nous, on fait déjà beaucoup de réparations, on a déjà pas mal d'attentes sur nos réparations, et aujourd'hui, la charge administrative est un geste en plus sur nos réparateurs, et on aimerait pouvoir travailler à simplifier ça. On sera toujours là pour réparer, on réparera, mais on a besoin d'aide sur la simplification. David, Brandt. Je pense que c'est une super bonne idée, le fonds de réparation. Il faut arriver à le communiquer aux consommateurs plus simplement. Et effectivement, il y a un peu de charge administrative. Il faut mettre nos systèmes en adéquation avec tout ça. Mais je pense qu'il y a une attente du consommateur. Et Philippe en parlait tout à l'heure sur le coût de la réparation. Avec le coût de la réparation, quand vous avez un technicien, une voiture, des pièces qui arrivent la nuit et un bonhomme qui va réparer, ça coûte cher. Donc l'autoréparation est sûrement une solution. La location du produit peut en être une autre aussi. Allez, le mot de la fin, Olivier Larose. Alors, mot de la fin, juste sur l'économie. Lucas mentionnait effectivement le coût du réemploi qui est plus cher. Je crois que je l'ai dit aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on compare le réemploi au coût de l'usage unique qui, lui, n'intègre pas forcément tous les éléments de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, quand on opère, je vais parler par ma paroisse, une bouteille en plastique, on intègre pas l'intégralité des externalités négatives, la gestion de la fin de vie et ainsi de suite. On internalise une partie des coûts forcément, mais on n'intègre pas toute cette logique-là et on n'intègre pas non plus le coût du carbone. Et donc ça va être très important dans les modèles économiques de demain, d'être en capacité de projeter les PNL, projeter les comptes de résultats sur les différents modèles pour comparer tout ce qui est ISO. Parce que sinon, en fait, on va se rendre compte que le réemploi ou l'économie circulaire au sens large, hein, pas que le réemploi, l'économie circulaire au sens large, n'est pas comparée sur les bons fondamentaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la fin. Voilà, tout est à construire. En effet, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, bien entendu, dans le bon sens, évidemment. Merci, passionnant. Merci à tous les six. Clara Berman, donc Décathlon, Lucas Graffan, la consigne Bibac, Olivier Larose, Coca-Cola, Philippe Laval, le patron de l'INC, David Lauvergne de chez Brandt, et puis Damien Pichereau, directeur de la communication de Rêve Mobilities. Merci, on les applaudit, mesdames, messieurs.